Voilà, bonjour à tous. On va donc passer du citoyen à l'élu en passant par le professionnel. Je tiens quand même à rappeler qu'un élu, c'est aussi un citoyen, qu'il est finalement qu'un citoyen désigné parmi ou élu par les autres pour mener les affaires collectives. Je tiens à le préciser parce que c'est vrai que dans notre pays, il y a un petit souci en ce moment de représentation sur cette question-là. Et l'élu a souvent aussi été un citoyen engagé. C'était mon cas. Voilà, donc ma commune, c'est Muttersol, c'est pas loin d'ici. Vous, pour ceux qui sont ici juste de passage, vous avez vu que l'Alsace, c'est une montagne, c'est des collines, et puis c'est aussi une plaine, une grande plaine alluviale, la plaine du Rhin. Donc Muttersol, c'est situé en plein milieu de la plaine, 2000 habitants, 80 entreprises, 700 emplois, 1200 hectares, et rattachement à une communauté de communes de Célestat. Petite image pour que vous voyez le contexte. Alors ça apparaît comme un contexte rural. Ceci dit, sociologiquement, on est très périurbain. On est dans l'influence strasbourgeoise. Il y a encore 4 agriculteurs sur la commune. Notre particularité, c'est que la plaine d'Alsace, c'est l'agriculture intensive, hein. Le maïs, les plus gros rendements de maïs en Europe, notamment dans notre canton. Nous, on fait figure d'oasis verte, puisque vous voyez que là, la zone inondable de la rivière Île que vous apercevez au milieu est encore en état biologique intéressant. La moitié du banc communal est en classement Natura 2000. On a encore une belle biodiversité. La partie derrière le bourg est-elle consacrée à l'agriculture intensive. L'histoire du village est émaillée de plein de choses, mais il y a notamment dans la petite photo en haut à gauche l'implantation de la première maison de la nature, a priori, première maison de la nature en France. Aujourd'hui, 25 personnes y travaillent et c'est un lieu de développement. Moi, je me suis installé dans cette commune parce que j'étais attiré par ce qui se passait de manière citoyenne et associative. Et aujourd'hui, l'action de la commune, c'est le prolongement d'une action citoyenne et associative. Alors, moi, je suis maire depuis 2008. Premier mandat surtout consacré à la préoccupation qui était la préoccupation principale de mes concitoyens. On est un village qui est traversé par 8000 véhicules jour, donc vous imaginez que les questions de mobilité, c'était important. On a pris ça à bras-le-corps, presque tout le village est maintenant en zone 30. On avait quand même mis dans le programme l'hypothèse d'étudier, on était prudent à l'époque, c'est étudier la remise en service de la centrale hydroélectrique ancienne qui est située à côté de la rivière. Je vous remontrerai tout à l'heure sur des photos. Et on a eu de la chance dès le premier mandat. On a pu racheter le site à EDF pour un prix d'amis, hein. Ils nous l'ont vendu au prix des domaines. Et à partir de là, s'est engagée toute une réflexion sur la question énergétique. Moi, en tant que militant, c'était une question qui m'intéressait. On commençait à parler de transition énergétique et on avait le plan climat qui se mettait en place au niveau du SCOT. Je fais partie des rares élus qui étaient très assidus au plan climat, donc j'avais les infos, et notamment Alter Alsace Énergie, qui est l'association représentante du CLER en Alsace, qui faisait des diagnostics gratuits de la question énergétique sur les communes. Donc moi, dès le lendemain, je téléphone, et très rapidement, on engage ce diagnostic. Donc vous avez un des résultats. On a donc une vision très précise des consommations en chauffage et en électricité de l'ensemble de nos bâtiments communaux et de notre éclairage public, hein. Et surtout, ce que ce diagnostic a mis en évidence, c'est que l'évaluation du potentiel de production de la centrale hydroélectrique nous mettait très proche de l'équilibre énergétique municipal. Alors, je ne sais pas si vous voyez la nuance entre municipal et communal. On est proche, avec la future mise en service de la centrale hydro, de produire autant de kilowattheures que nous n'en consommons
consommons au niveau municipal, c'est-à-dire bâtiments communaux et éclairage public. C'est un premier objectif, ça n'empêche pas l'objectif suivant qui pourra être l'objectif communal, on en reparlera tout de suite, mais là le premier objectif est celui-là. Il nous reste une petite portion du chemin qu'on va essayer de travailler, qu'on est en train de travailler au niveau efficacité énergétique. D'ailleurs, vous voyez que les deux camemberts donnent les deux priorités stratégiques. C'est d'une part l'éclairage public et l'école élémentaire, qui sont nos deux gros postes de consommation. Donc avec ce projet-là, quand le ministère a lancé l'appel à projet TEPCV, Julien, mon secrétaire général, qui est dans la salle, me demande, Monsieur le maire, est-ce qu'on répond? Je lui dis, bien sûr, ça nous fera un diplôme de plus sur le mur de la mairie. Je ne m'attendais pas du tout au résultat financier. Donc le résultat des courses a été 500 000 euros. Je tiens à préciser que ça n'a fait que compenser les pertes que toutes les communes ont subi, perte d'aide départementale et d'aide de l'État, mais ça a quand même bien compensé. Donc aujourd'hui, on est sur un projet TEPCV qui vise cet équilibre municipal. Alors, sur la centrale hydro, j'adhère tout à fait à ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs, c'est la durée. Une commune comme la nôtre, on n'a pas d'ingénierie en interne. Donc évidemment, on cherche des compétences à l'extérieur, mais pour digérer ces compétences, pour se les approprier, pour bien les comprendre et pour prendre les bonnes décisions en connaissance de cause, il y a forcément un temps d'appropriation qui est important. Je crois qu'il ne faut pas se précipiter. Je ressens de temps en temps de l'impatience de la part de mes concitoyens, parce que ça fait maintenant 6 ans qu'on l'a racheté. Que, évidemment, on a annoncé qu'on allait la remettre en service 6 ans après. Alors Patrick, toujours pas remis en service, là, qu'est-ce que vous faites, etc. Donc là, je dis, oui, ok, d'accord, c'est vrai qu'on prend le temps, mais c'est parce que c'est pas si évident que ça. Alors moi, vous avez compris que j'ai un passé militant de protection de la nature. J'étais même président de la Fédération de protection de la nature. Donc les questions de conciliation écologie-économie, je connais. Et donc là j'y suis pas mal confronté, puisque un projet hydroélectrique, ça a forcément un impact ça pourrait avoir un impact sur l'écosystème. Il se trouve que la rivière que vous voyez, alors je vais vous la montrer ici. Donc la rivière Lille, avec un canal de dérivation. En alsacien, on appelle ça Mulbar, canal du moulin. Il y avait un ancien moulin historique ici et une centrale hydroélectrique qui a été installée à la fin du 19e siècle, fermée en 1964 par EDF. C'est l'année où EDF a construit une grosse centrale sur le Rhin. Évidemment, ils ont considéré que c'était plus la peine de la... Elle est dans son jus actuel, je la fais visiter. Il y a encore un calendrier de 1965 qui est accroché au mur. Toutes les machines sont encore en place. Ceci dit, ce qui a changé, c'est d'une part les réglementations environnementales, d'autre part la qualité de la rivière. Dans les années 60, c'était quasiment un égout à ciel ouvert, comme beaucoup de rivières dans les pays développés. Aujourd'hui, c'est redevenu une rivière d'excellente qualité. L'étude d'impact vient de montrer que rien que dans le canal d'Amné, on a 24 sortes de poissons, dont 4 espèces protégées dans la directive Natura 2000, 2 poissons, le chabot et la bouvière, quelque chose qui n'est pas tout à fait un poisson, c'est la lamproie de plein air, et on a la fameuse moule d'eau douce aussi en grande quantité. De plus, on a bien sûr l'obligation de permettre aux poissons de se déplacer en remontant, en descendant. Donc pour la descente, le choix est fait. On va équiper... On va s'équiper en vis hydrodynamique, donc la possibilité de dévalaison est sans problème. Par contre, le poisson ne remonte pas. Donc il y avait, si on mettait les turbines ici à l'ancienne centrale, là vous avez le bâtiment de l'ancienne centrale. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a encore des impacts de balles de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un bâtiment fabriqué par les Allemands. C'est un bâtiment qui est encore très solide. Donc il est là. La première hypothèse logique eût été de mettre les turbines à
à cet endroit, sauf que ça nous oblige, dans ce cas, à mettre une deuxième passe à poisson. Il y a déjà une passe à poisson au barrage. Alors, en termes pour s'armer de compétences, il faut bien sûr prendre. Bon, on a un AMO. Avec l'AMO, on a préparé un appel d'offres pour choisir un maître d'œuvre. On a eu l'embarras du choix. On avait 6 candidatures. Pour une fois, je sais qu'il y a des collègues dans la place, dans le respect des marchés publics, on a plutôt l'habitude, les maires, à essayer de privilégier les solutions locales. Hein. C'est naturel, c'est pas toujours évident juridiquement. Voilà. Là, pour le coup, j'avais même un bureau d'études qui venait du village, hein, bureau d'études environnementales qui s'était associé à un bureau d'études énergétiques. On les a pas pris parce qu'on a vraiment cherché une compétence spécifique. Hein. C'est un domaine quand même bien particulier. On a pris un bureau d'études toulousain, BTRU. C'est une petite boîte qui fait des micro-centrales hydroélectriques dans le monde entier. Quand on leur a demandé, ça vous paraît pas trop loin de venir en Alsace, et le patron qui a l'accent, comme ça, il m'a dit, monsieur le maire, la dernière centrale que j'ai fait, c'était au Kazakhstan. Alors l'Alsace, c'est pas un problème, quoi. Et on le regrette pas, hein, parce que c'est des gens qui sont capables de bien analyser, qui avaient l'intuition d'ailleurs, que pour nous, c'était évident qu'on allait mettre les turbines à l'endroit où elles ont toujours été. Sauf que, bon, il m'avait dit, il y a une autre solution, ce serait de mettre les turbines au barrage. Moi, sur le coup, je n'avais pas bien compris, d'autant plus qu'on n'avait pas la maîtrise foncière de part et d'autre du barrage. Et donc, on a mené l'étude classique, et la démonstration, c'est qu'on est arrivé à un retour sur investissement de 80 ans. Sur un projet qui fait un peu plus d'1 million d'euros, on avait 250 000 euros de passe à poisson et 100 000 euros de curage du canal d'Amnée, curage qui aurait probablement été récurrent. Donc, en clair, on perdait de l'argent, que c'était pas la peine de le faire, d'autant plus que le curage, c'était pas sûr qu'on ait l'autorisation de le faire, hein, vu les espèces protégées. Et donc, la solution qui a été trouvée, c'est que les turbines, en fait, vont être mises à côté du barrage. On va faire une micro-dérivation. Ici, là, pardon, juste à côté du barrage, et vous le voyez, le barrage il est là. Ici vous avez la passe à poisson, et donc en fait on va mettre les turbines juste derrière la passe à poisson. D'ailleurs on va rendre la passe à poisson plus attractive, puisqu'elle va être à côté d'un débit d'attrait. On a dû régler la maîtrise foncière, mais ça s'est bien passé. Et au final on met quand même une turbine à la microcentrale, mais sans curer le canal d'Amnée. Et on n'a pas l'obligation que ce sera une petite turbine avec le débit actuel sans l'augmenter. Donc là, on n'a pas d'obligation de mettre une passe à poisson. Et donc, on a la super nouvelle, j'aime bien dire ça, c'est que là, on a l'optimum écologique et l'optimum économique. Hein. Écologie et économie, il n'y a que 2 lettres de différence. Quand on fait gaffe, quand on cherche vraiment à trouver des solutions, on trouve une solution qui n'impactera absolument pas la biologie de la rivière. Notre chargé d'études d'impact avait mis même une rubrique études mesures compensatoires. Il proposait, on est d'accord, c'est de même diversifier un peu l'écoulement du canal d'Amnée, le rendre encore plus naturel. On a fait barrer mesures compensatoires parce qu'on estime qu'on n'a rien à compenser du tout, puisqu'on ne fait pas de dégâts. On appelle ça mesure d'accompagnement. Voilà. Alors, on vient de déposer le dossier de portée à connaissance. L'État, on les a associés du début à la fin. J'ai bon espoir qu'on va même se passer d'une procédure d'espèces protégées, qu'on va nous donner l'autorisation sans devoir remonter à Paris pour une autorisation particulière, quoi. Voilà, pour montrer qu'un projet de ce type-là, qui n'est pas évident au niveau la conciliation économie-écologie, si on se prend le temps et si on se prend les bonnes compétences, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais si je l'ai laissé entendre, les services de l'État chargés d'évaluer aussi et de donner l'autorisation au final ont été associés aussi dès le départ. On a tout près de chez nous, on a une autre commune qui a
qui est toujours dans un projet du même type. Et quand ils ont trouvé les moules, mon collègue a fait une conférence de presse le lendemain en s'offusquant que l'État l'embêtait à cause d'une moule. Voilà, mais il a fait un peu de populisme un peu facile. Résultat, le dossier il est toujours bloqué parce que effectivement les services de l'État n'ont pas été très sensibles à ce type d'argument. Je crois qu'il faut qu'on soit tous convaincus que les énergies renouvelables doivent tenir compte des contraintes environnementales, et les contraintes, ça peut rendre intelligent, ça peut permettre de trouver de meilleures solutions. Je vais passer rapidement juste pour vous montrer que TEPCV, pour nous, c'est éclairage public, c'est rénovation du groupe scolaire, c'est la construction d'un gymnase passif et positif, c'est un travail sur les logements vacants, et c'est aussi tout un travail sur la participation citoyenne. Et de manière concrète, là vous avez quelques images de ce que c'est en train ce sur quoi on est en train d'avancer. Je vais juste m'attarder sur l'équilibre communal. On est déjà en train de réfléchir à comment on pourrait atteindre l'équilibre communal. 12 minutes. Ok, donc encore deux. Encore deux, juste pour vous parler des éoliennes. Donc pour l'équilibre communal, alors nous, notre référence en Alsace, c'est de l'autre côté du Rhin. Il y a plusieurs communes de l'autre côté du Rhin qui affichent, de notre taille, qui affichent l'équilibre communal, voire même la commune à énergie positive et qui revend son énergie. Donc ça fait un moment qu'on pense à ça. Bien sûr, le travail sur l'efficacité énergétique, ça ne suffira pas. Il va falloir trouver d'autres énergies renouvelables. Vous m'auriez demandé il y a un an, je vous aurais dit méthanisation, peut-être géothermie, mais je ne vous aurais pas dit éolienne, parce que moi je croyais qu'en plaine d'Alsace, ce n'était pas possible. Je pensais que c'était réservé aux crêtes. Or, on a été démarché par un développeur adossé à un fabricant allemand. Alors c'est de la grande éolienne, les opposants vous diront que c'est des monstres. Un peu plus de 100 mètres de haut, voilà. Et le développeur nous propose d'en installer dans la partie agriculture intensive. Donc très franchement, je n'ai aucun état d'âme. Dans la partie agriculture intensive, ça améliore le paysage. Et les risques de collision avec les oiseaux ne sont pas très importants. C'eût été dans la partie Natura 2000, j'aurais eu des états d'âme, mais de ce côté-là. Donc on est en train de travailler très sérieusement cette question. Et c'est là qu'on se dit que travailler sur la participation citoyenne nous paraît à la fois intéressant, voire même indispensable. Les Allemands, alors vous avez ceux qui étaient à la plénière hier après-midi, vous avez entendu le maire allemand qui parlait des contraintes et des oppositions qu'ils connaissent aussi en Allemagne. Ils ont les mêmes oppositions que chez nous, sauf que je ne suis pas sûr que vous voyez la forêt noire, mais ça doit être visible de temps en temps. Il y a une sacrée différence entre la crête des Vosges et la crête de la forêt noire. C'était la même montagne, donc c'est à peu près les mêmes écosystèmes. La différence, c'est que la crête de la forêt noire, il y a des éoliennes partout. Enfin, il y a beaucoup d'éoliennes. Et donc les oppositions, ils arrivent à les surmonter. Et ils les surmontent essentiellement grâce à la participation citoyenne. Ils le disent. Quand il n'y a pas de participation citoyenne, les opposants se retrouvent seuls à s'exprimer sur le projet, et ça peut donc déstabiliser des élus. Quand vous avez de la participation citoyenne, et aujourd'hui ils ont vraiment du savoir-faire pour la susciter, vous avez un vrai débat avec des gens qui s'expriment pour les projets. Donc c'est dans ce sens qu'on est en train d'aller. Et ce qu'on se dit d'ailleurs, c'est on n'y avait pas pensé forcément spontanément sur la centrale hydroélectrique. On pensait l'assumer juste au niveau de la commune, mais on se dit qu'on va probablement aussi essayer d'ouvrir la participation citoyenne sur la centrale hydroélectrique. Ça nous préparera pour la suite du projet. Voilà.